L'idée, c'est comme l'expliquait Maya, c'est de passer à travers de 3 cas d'études amazoniens et de réfléchir à pourquoi quand les assos environnementales ou les ONG environnementales décident de prendre la défense de l'environnement en Amazonie, de la forêt, pourquoi ça ne marche pas toujours. Et voilà, quelles sont les raisons qui sont derrière ça, en tout cas les raisons que moi j'ai pu trouver lors de mon travail. L'intervention, 2 mots sur l'intervenant, donc on va commencer par ça. Puis les questions qu'on se pose, c'est ce que disait Maya, c'est le groupe de recherche auquel on appartient. Le groupe... pardon. Ah. Mais je bouge beaucoup, ça c'est... Les études de cas, voilà, donc après on va passer les 3 études de cas, l'Amazonie méridionale, l'Amazonie orientale, l'Amazonie septentrionale, et on conclura par la conclusion. 2 mots sur l'intervenant. Pourquoi c'est important de se présenter? Outre l'idée de faire connaissance, c'est aussi important pour voir, pour que vous compreniez un peu d'où je parle. Ce que je veux dire, c'est que je vais élaborer des critiques parfois un peu sévères, un peu lourdes sur certaines organisations, les ONG, les associations environnementales. Mais ce qui va ressortir aussi en suivant mon parcours, c'est que j'ai travaillé avec eux et je continue à travailler dans une ONG. Donc ça veut dire que le cas n'est pas complètement désespéré. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, mais je suis plutôt dans la critique constructive, mais dans la critique quand même. Donc je suis voilà, agronome de formation avec un doctorat en gestion de l'environnement. Un postdoc en sciences politiques, et après donc l'entrée dans le monde on va dire de l'action plus directe au WWF en Guyane, travaillant sur le plateau des Guyanes, et actuellement au Mexique, donc en Corse, avec une association environnementale très axée forêt, action. Bon, on pourra en parler si vous voulez. Il n'y aura pas de cas mexicains aujourd'hui, ça va juste être des cas amazoniens. Les 3 cas précisément qu'on va aborder ensemble. Donc vous voyez ici donc Amérique du Sud, Amérique latine, le Brésil, ici le contour, en gris plus foncé l'Amazonie brésilienne. Les 3 cas qu'on abordera successivement sont le premier dans le nord du Mato Grosso, le deuxième dans l'état du Pará, donc un autre état mexicain, un autre état brésilien, et le 3e et dernier, la Guyane, donc un département français. Quelles sont les questions qu'on se pose, les problématiques qui nous intéressent et qui nous font un peu nous mouvoir, aller sur le terrain et essayer de décortiquer les processus de gestion territoriaux. Avant de rentrer dans le vif des questions, juste poser le cadre de notre approche. Il s'agit d'une approche dédiée aux problématiques environnementales. Je pense que vous l'avez bien compris depuis lundi. C'est un peu notre axe d'action. On travaille sur l'environnement et mieux pour l'environnement. Une approche qui prend ouvertement le parti de la conservation de l'environnement. Donc, je ne sais pas si vous êtes très familier avec le monde de la recherche, mais c'est assez rare qu'il y ait ce type de positionnement. La plupart du temps, les chercheurs... alors comment je vais faire pour ne pas être trop critique, se déclarent objectifs et donc décident de ne pas prendre parti dans certains débats. Notre position, elle est autre. Elle est de dire que dans tous les cas, dû à notre histoire, dû à notre passé, dû où on vit, quel âge on a nécessairement un position, on a nécessairement un regard sur le monde et que c'est plus intéressant de l'assumer et donc de reconnaître sa partialité pour pouvoir la mettre en débat avec d'autres, plutôt que de prétendre à l'impartialité et prétendre être au-dessus des jeux. Donc pour nous, notre partialité, on l'assume en disant que l'objectif de nos recherches, il est de comprendre les systèmes de gestion territoriaux pour améliorer la conservation de l'environnement. Pour ça, on mobilise des outils qui ne sont pas seulement ou qui ne sont pas exclusivement les outils des écologues, mais bien plutôt les outils du sociologue, de l'anthropologue, voire de l'économiste, donc des sciences humaines et sociales, pour essayer de comprendre, comme je dis, ces systèmes de gestion et ces systèmes organisés. Et le dernier point, c'est une approche résolument tournée vers l'action et vers le changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir des connaissances qu'on essaye de produire, à partir des interactions qu'on essaie d'avoir avec les acteurs qui sont sur le terrain, à travers
on essaie de leur apporter des billes, on essaie de leur apporter des informations, on essaie de leur apporter des cadrages qui leur permettent d'agir mieux et soit directement ou soit indirectement d'améliorer la situation environnementale. Donc notre objectif, bon, typiquement, on travaille énormément, on a beaucoup travaillé sur des conflits environnementaux. On va prendre le parti de l'acteur qui défend dans un conflit environnemental, qui prend le parti de l'environnement. Pas forcément l'acteur affiché comme tel, mais celui dont on aura compris par son mode d'action qui défend l'environnement. Et on essaiera de produire des données qui l'aident lui à changer la situation pour pouvoir protéger, que ce soit sa rivière, sa forêt ou quoi que ce soit d'autre. Donc les types de questions qui nous intéressent, et qui en particulier qui m'intéressent et qui m'ont intéressé jusqu'à présent, pourquoi les acteurs en faveur de la conservation de la nature, qu'il s'agisse d'ONG environnementales ou d'associations, arrivent si rarement à atteindre leurs fins. Sous question, les raisons couramment invoquées sont-elles les seules, sont-elles les bonnes? Je ne sais pas si vous avez des cas en tête, mais fréquemment, qu'on parle d'assaut, qui soit local, régional, national, international. La critique souvent, c'est beaucoup d'argent est dépensé pour préserver, pour conserver l'environnement, que ce soit en Amazonie ou ailleurs. Et au final, les résultats sont rarement à la hauteur des attentes. Donc comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on mette tant d'argent, qu'on mette tant d'attention, que les journalistes parlent autant de ces questions environnementales, depuis le changement climatique jusqu'à la déforestation, et au final, ça continue année après année, et on se demande où on met toute cette énergie, quoi. Des acteurs répondent en disant que finalement les ONG sont profondément incompétentes. C'est des acteurs qui n'ont jamais vraiment compris comment fonctionne le territoire et qui savent pas agir, qui ne sont pas stratégiques, qui n'ont pas vraiment compris la situation. Ça, c'est les réponses les plus fréquemment apportées. Nous, on ne se satisfait pas véritablement de ces réponses-là. On essaie de voir s'il n'y a pas d'autres motifs, si les raisons ne sont pas parfois un peu plus compliquées ou un peu plus dans l'ombre. Et c'est le motif de nos recherches. L'approche dominante, un autre point clé, c'est que l'approche dominante actuelle de la gestion de l'environnement se fait énormément par la recherche du consensus, la pérennisation du consensus, la restauration du consensus. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs, j'imagine que vous avez dû en entendre parler, au moment de vouloir résoudre un problème, que ce soit au niveau communal ou au niveau international, arrivent face à un conflit environnemental, face à une situation environnementale où il peut y avoir de la tension, arrive déjà avec une solution toute faite qui est il suffit que les gens se parlent un peu mieux pour que le conflit soit résorbé. C'est-à-dire que tout le problème serait simplement que les gens ne se connaissent pas, les gens ne se parlent pas, et qu'en échangeant, comme par miracle, on résoudrait par une formule magique gagnante-gagnante toutes les situations. Ce qu'on verra aujourd'hui, c'est que ça peut marcher, mais ça peut aussi pas marcher. Donc l'idée, c'est pas de dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain en disant ça marche jamais cette approche de plus de communication pour plus de travail ensemble et des gains environnementaux, mais c'est de dire qu'il y a quand même pas mal de cas, et la plupart des cas donc nous dans lesquels on travaille, qui sont des cas où il peut y avoir des affrontements assez brutaux, et ben ça marche pas et on verra pourquoi. Et alors là, c'est l'idée, si ça marche pas, qu'est-ce qui pourrait marcher? Donc on passe sur une étape plus de préconisation, et c'est aussi une spécificité de l'équipe d'apporter, pas seulement de se cantonner à des critiques, mais essayer d'apporter sinon des recommandations, des préconisations, des pistes d'action alternatives. Un dernier point, beaucoup de gens qui travaillent, qui utilisent les sciences sociales, les sciences humaines, et travaillent sur la gestion de l'environnement, notamment dans des contextes sud. Une partie importante de la littérature explique que les questions environnementales sont d'abord portées par des acteurs du Nord, et quasiment exclusivement portées par des acteurs du Nord, qui vont les imposer au Sud pour réaliser leur désir de garder du vert un petit peu au niveau de la ceinture tropicale, mais que jamais, ou quasiment jamais, il y a des acteurs du Sud, des associations, des ONG, même des acteurs institutionnels, qui, pour des raisons propres, voudraient avoir des actions en faveur de l'environnement. C'est-à-dire que c'est toujours imposé, c'est toujours des motifs qui sont financiers, c'est parce qu'ils veulent gagner un peu plus d'argent, etc. Parce qu'ils veulent du pouvoir, parce qu'ils veulent apparaître dans les médias, qui vont endosser la cause environnementale, mais qu'il n'y a pas vraiment de conviction, et qu'il n'y a pas cette approche ancrée dans le territoire, dans les territoires sud, d'une approche en faveur de l'environnement.
Là encore, l'idée est de dire il y a des cas où ça peut être vrai, où ça peut être vérifié, où il y a des vraies stratégies d'opportunisme, mais il y a d'autres cas où ce n'est pas le cas. Et donc à ce moment-là, ça nous intéresse de comprendre quand des volontés environnementales peuvent naître, comment elles se développent dans des contextes sud. Là encore, qui, pour plein de raisons, on pourra en parler, il y a moins de filets de sécurité. Ce que je veux dire, c'est que quand ça dérape, quand les conflits environnementaux deviennent forts entre une entreprise et un groupe de citadins, entre une communauté et un grand éleveur, les lois sont parfois moins présentes, l'autorité publique aussi moins présente, donc on rentre tout de suite dans des rapports de force qui sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus forts, beaucoup plus brutaux et qui mènent à des conflits un peu plus exacerbés. Donc c'est la question est comment des gens prennent-ils le risque, courent-ils le risque dans des contextes où il n'y a pas d'assurance vie de vouloir régler ou avancer sur les questions environnementales. Voilà, ça c'était le cadre un petit peu des questions qu'on se pose, comment on voit le monde. Premier cas, on va rentrer plus concrètement. Amazonie méridionale, donc Amazonie brésilienne du sud. On se situe où au Brésil? On se situe à l'intérieur du petit cercle rouge. C'est une commune qui s'appelle Cotriguaçu, à la frontière entre le Mato Grosso, donc cet état, et l'Amazonas, celui-là. Et la caractéristique de cette zone-là, pourquoi cette zone-là? C'est parce que quand j'y suis allé en 2003, cette zone-là était, j'imagine que c'est plus le cas, était en amont d'un front pionnier. C'est-à-dire à l'extrême, à la frontière entre ce que les Brésiliens appellent la civilisation, leur civilisation, et ce qui n'est pas la civilisation, c'est-à-dire le monde des forêts et le monde des Indiens. Donc c'était le moment où, un peu comme dans les westerns, quoi. Il y a ceux qui débarquent et qui disent qu'avant moi, il n'y avait rien. Donc maintenant, je construis ma route, je mets mes vaches, je colonise et je repousse toujours un peu plus loin ceux qui pouvaient vivre avant là-bas. Le Brésil, on en parlera, on va le voir maintenant, vit encore toute une avancée de fronts pionniers, des fronts pionniers contemporains. Il était à Cotriguaçu en 2003. Donc toute la dynamique des fronts pionniers, elle se situe comme ça. Historiquement, le Brésil s'est construit depuis le littoral, Rio, São Paulo, ici, jusqu'à l'intérieur, en passant par Brasilia, qui a été créé précisément pour contrebalancer l'occupation du territoire brésilien et permettre et attirer les foules vers l'intérieur du pays. Et cette ouverture de Brasilia a amené à dynamiser tous ces fronts pionniers, à cette ceinture de fronts pionniers, donc qui va depuis le nord du Pará jusqu'à l'Acre et le Rondônia. Et aujourd'hui, en tout cas en 2003, elle était ici, j'imagine qu'aujourd'hui elle doit être quelque part par là, on est sur un mouvement qui tend à réduire l'Amazonie et à la fragmenter. Concrètement, dans le cas environnemental, il était celui-là, un État, donc l'État du Mato Grosso, qui a une importance toute particulière parce qu'il s'agit d'un État qui se situe entre les savanes, les écosystèmes savanes, cerrado, du sud du Mato Grosso, à des écosystèmes forestiers, forêts tropicales, au nord, et entre les deux, des écotones, donc des écosystèmes de transition. En écologie, c'est des zones qui sont particulièrement importantes parce que c'est ce qui permet au flux naturel écologique de passer à travers les animaux, à travers même les migrations indirectes, enfin en tout cas des végétales, qui permettent de connecter deux milieux, donc de permettre des migrations nord-sud ou des migrations est-ouest. Donc ces écotones sont particulièrement importants, particulièrement clés dans des stratégies, par exemple au niveau mésoaméricain ou américain, je dis nord-américain, sud-américain, toutes les idées de couloirs de biodiversité ont été créés précisément pour permettre tous ces flux génétiques et ces flux de conservation. Donc là, on a un État qui est situé pile poil entre la transition des savanes vers les forêts tropicales. Donc, importance écologique haute. Le municipio, la commune dont je vais vous parler, se situe ici, vraiment à l'extrémité nord de l'État, en zone de forêt tropicale. Depuis le milieu la fin des années 50, le milieu des années 60,
le Mato Grosso a connu, comme je l'expliquais, le passage du front pionnier, donc qui vient de São Paulo, Rio, sont quelque part par là. Donc le front pionnier est arrivé et aujourd'hui, voilà, il est au Mato Grosso. Et les points rouges, c'est la conversion. Donc c'est les endroits où avant il y avait des savanes, maintenant il y a de l'agriculture et des pâturages. Évidemment, on comprend qu'on convertit beaucoup plus facilement une savane qui n'est pas arborée, où il y a peu d'arbres. Ça va beaucoup plus vite à défricher qu'un endroit où il y a des forêts. Il faut abattre les arbres, il faut les brûler et après il faut semer. Donc c'est ce qui explique aussi la conversion rapide de ces zones-là et plus tardive ou plus lente à partir du moment où on est rentré sur des forêts tropicales, mais ça ne nous a pas empêché d'avancer et de continuer à fragmenter ces milieux-là. Donc aujourd'hui, pression forte, en tout cas en 2003, pression forte suivant 3 axes qui correspondent en fait aussi à des axes routiers tracés dans ces régions. Donc sur des directions sud-nord et sud-est, nord-ouest. Je vous ai décrit rapidement le contexte écologique, le contexte d'avancée du front pionnier. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de comment est le système de gestion de ce territoire. Avec cette analyse de la structure foncière, d'abord de l'état du Mato Grosso. On voit en orange le pourcentage du nombre total d'exploitation, donc sur les nombres total d'exploitation de l'occupation rurale des terres, et en vert le pourcentage de l'aire totale. Bon, je vais expliquer. Ce qu'on voit, c'est une figure assez caractéristique du Brésil. On entend parler que c'est un pays très déséquilibré, très inégalitaire, que peu de gens ont beaucoup de terres, et c'est ce que nous dit ce graphe. Ce que nous dit ce graphe, c'est que si on prend ces 2 derniers quartiles, quelque chose comme, ici on doit être à 1% des exploitations, plus 10%, 11% en nombre des exploitants, donc 11% du nombre total des exploitants, couvre, alors on va sommer maintenant les verts, à peu près 2 fois 35, 70% des terres. À l'inverse, ici, on a 35%, et si on rajoute celui-là, 10%, 50% des exploitants couvrent moins de 15% des terres. Donc c'est bien ça l'idée, l'inégalité rurale au Brésil, 5% des propriétaires terriens possèdent plus de 70% des terres, et à l'inverse, la grande majorité, donc plus de 60% des petits propriétaires, possèdent au total, couvrent très peu de surface. C'est la figure classique brésilienne, en particulier donc, de l'état du Mato Grosso. Quand on s'intéresse maintenant à la commune dans laquelle j'ai travaillé, on voit que bon, ça y ressemble grosso modo. On a évidemment ce déséquilibre, mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'ici, ça y ressemble pas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus on a toujours autant de petits propriétaires, mais que ces petits propriétaires en fait, sont si nombreux qu'ils arrivent au final à accumuler une superficie foncière importante. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça dit juste qu'on est en train de travailler sur une zone qui a bénéficié ou qui a subi énormément la colonisation, la réforme agraire, avec des projets d'assentamento, où l'État a volontairement, pour impulser la colonisation et l'occupation du territoire, mis en place des immenses lotissements pour que des gens sans terre puissent occuper ces terres qui étaient décrites comme sans personnes, sans gens. Donc c'était un peu le slogan du Brésil qui avance des hommes sans terre pour des terres sans hommes. Donc on est sur un écosystème tropical, à l'amont du front pionnier, et un front pionnier, c'est ce que nous explique cette structure foncière, et c'est ce que nous explique ce profil de la commune dans laquelle j'ai travaillé, très marqué par un État et par la présence de l'État qui a confié les terres, qui a réparti les terres à des petits agriculteurs. On va s'en rendre compte si on analyse
la déforestation, la dynamique des déforestations du milieu, qui est marquée par, donc ici des taches jaunes, c'est des aires déboisées avant 99, donc à la naissance de la commune. Ici, on est sur le noyau de la commune, donc c'est les premiers colons qui sont arrivés dans cette région, sont installés dans cette région, ont vécu pendant plusieurs années ensemble, en groupe, plutôt soudés, pour précisément affronter le milieu très très dur, et ont bâti la structure de la ville actuelle. Suite à cette première vague de déforestation, on observe donc les petits points bleus qui ont lieu entre 2000 et 2001, une autre vague de déforestation. Donc là, si on revient sur le graphique précédent, c'est précisément là qu'a été installé un projet d'assentamento, donc un projet de réforme agraire, de redistribution des terres. Et finalement, les dernières formes de déforestation, alors ici on voit une constellation de petits points bleus, et ici on voit des taches un peu plus grosses, rouges. Donc on est sur sur des modes de défriche qui sont un peu plus importants et qui sont plus récents. Donc effectivement, c'est des aires simplement en 2002 qui ont été ouvertes. Donc on comprend que se sont installés plus tardivement des acteurs qui avaient la capacité d'ouvrir des surfaces, de convertir des surfaces forestières plus importantes, des acteurs un peu plus capitalisés. C'est un petit peu la dynamique historique de l'avancée des fronts pionniers en Amazonie. Viennent d'abord, j'imagine que vous avez entendu parler, viennent d'abord les plus démunis qui coupent quelques hectares et ensuite qui les revendent à des acteurs un petit peu plus capitalisés qui vont mettre un petit peu plus en valeur les terres en semant par exemple des pâturages, en mettant quelques bovins, et qui eux-mêmes ensuite vont les vendre à des acteurs encore plus capitalisés qui vont acheter encore un peu plus de terres et qui vont mettre encore un peu plus de prairies. Et c'est comme ça que la déforestation avance. Dernièrement, c'était de la vache, on passait au soja, donc une autre culture qui profite de l'avancée de la déforestation. Toutes ces terres déforestées dont on a vu la dynamique qui structurait le territoire, à quoi elles sont destinées? À 84%, elles sont destinées à du pâturage. Donc on n'est pas du tout sur des stratégies de survie avec la plantation de cultures annuelles, riz haricots. On est vraiment sur des stratégies de conversion à l'usage agropastoral, donc des bovins, des vaches qui sont laitières pour une part, mais pour une grande partie aussi liée pour l'engraissement. Pourquoi autant de vaches en Amazonie? C'est un petit peu la question. Pourquoi couper la forêt? C'est quand même sympa la forêt. Et pourquoi mettre des vaches? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi ça pose des questions. Et ce que des générations de chercheurs ont montré, c'est qu'il y a très très bonnes raisons de venir mettre des vaches en Amazonie et de changer les écosystèmes et de les détruire. Les bonnes raisons, elles peuvent être financières, elles peuvent être technico-économiques, elles peuvent être culturelles. Financières parce que l'exploitant ne court que peu de risques financiers car la mortalité des animaux mis à l'engraissage est faible et les cours de la viande sont d'une grande stabilité en comparaison de ceux de la culture pérenne comme le café. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que choisir une stratégie d'élevage, c'est une stratégie sûre. Il y a peu d'évolution et on sait qu'on est sur des marchés qui vont tout le temps être à la hausse, alors que les marchés du café, du cacao, du poivre même, qui sont des cultures qui peuvent être qu'on retrouve en Amazonie et sur les fronts pionniers, qui peuvent être très très rentables, d'une année sur l'autre, peuvent devenir au contraire plus du tout rentables. L'élevage apporte cette assurance. Un autre point important de l'élevage, sans investissement supplémentaire, le capital fructifiera à un taux supérieur de celui de l'épargne financière. C'est-à-dire que c'est des zones où il n'y a pas beaucoup de banques sur les fronts pionniers. Il n'y a pas beaucoup de banques. Avoir une vache et avoir la croissance naturelle du troupeau par sa reproduction naturelle ou assistée permet une multiplication du capital. Enfin, ce que je dis simplement, c'est qu'une vache avec un taureau, ça fait des veaux. Et des veaux, si vous les croisez ensuite à nouveau avec un taureau ou que vous les vendez, ça permet de gagner de l'argent et de faire croître petit à petit son troupeau. C'est la croissance naturelle. Un point technico-économique, pourquoi les gens choisissent-ils l'élevage en Amazonie? Système très peu affecté par les aléas climatiques, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, enfin,
plus rarement. Ça marche bien, la vache. Système de production peu intensif en main-d'œuvre, ça ne vous demande pas beaucoup de travail. Un enfant de moins de 14 ans peut gérer le troupeau. Il n'a pas besoin d'aller à l'école. L'élevage permet l'affectation de la main-d'œuvre familiale avec une grande souplesse. L'animal est une épargne sur pied très facilement mobilisable en cas de besoin d'argent. Votre mari ou votre femme tombe subitement malade. Vous avez besoin d'argent pour pouvoir aller chez le médecin. Vous n'en avez généralement pas beaucoup, surtout quand vous êtes sur les fronts pionniers. L'idée à ce moment-là, c'est de prendre votre vache, de la vendre immédiatement aux voisins, parce que c'est quelque chose, c'est un bien qui s'échange très facilement sur les fronts pionniers, pour obtenir très rapidement un peu d'argent et pouvoir subvenir à vos besoins. Dans plein d'endroits, en fait, l'argent n'a pas cours. C'est d'autres formes de troc ou d'autres formes d'échange qui sont la norme. Et en particulier, le veau ou un veau de 8 mois, ça a une valeur stable et ça a une valeur connue de la plupart des acteurs de ces régions-là. Dans les régions enclavées, le troupeau présente l'avantage de pouvoir se déplacer par ses propres moyens. Ça a l'air de rien, mais quand on n'a ni une voiture ni une charrette, et pouvoir déplacer ses marchandises pour pouvoir l'amener jusqu'au marché, ça devient vite un casse-tête. Grâce à la vache, si on ne lui a pas coupé les pattes, elle va pouvoir se rendre toute seule jusqu'au marché, et donc ça peut être bigrement utile. Et un point culturel, au Brésil, en tout cas dans ces parties-là du Brésil, être éleveur, c'est un signe de réussite sociale. Donc si tu as réussi, mon fils, tu seras éleveur. Être médecin, avocat, c'est vachement moins sexy qu'avoir 400 têtes de bétail dans son ranch. Tout ça, c'est des bonnes raisons qui expliquent pourquoi les gens, dans leur stratégie de conversion de la forêt en pâturage, ils ont plein de bonnes raisons. Ce n'est pas forcément celle qu'on partage, mais l'idée, c'est de se dire que de leur point de vue, c'est évidemment la stratégie gagnante. Juste par rapport à la spécificité de l'Amazonie, il y a juste ce point culturel. En fait. Tout le reste, ça peut être vrai dans n'importe où dans le monde. Même, ouais. Pour l'élevage, je veux dire, le fait que ce soit... Je connais pas tous les retours sur investissement, mais j'imagine que ouais. Climatique, je pense aussi. C'est vrai que c'est des descriptifs qui sont assez généraux, ouais. Assez d'accord. Ils ont été produits pour l'Amazonie, mais à mon avis, ils peuvent cadrer aussi avec d'autres cas. Je suis pas sûr, je crois par exemple en domaine, à part culturel. Voilà, il y a quelques coins dans le monde où être éleveur, c'est pas super. Il vaut mieux être agriculteur. Mais ouais. Donc, peut-être c'est que tu es dans des zones tropicales où il y a quand même un certain capital qui est mobilisable, ce qui n'est pas le cas partout ailleurs, quoi. Capital, Afrique, par exemple, on peut dire en Afrique, ça pourrait être le cas. Enfin là, c'est spécifique au tropical, en fait. Mais en Afrique, en l'occurrence, les gens n'ont pas d'argent pour acheter des vaches. Ce qui n'est peut-être pas le cas en Amazonie, où il y a peut-être un peu plus de capital mobilisable. Ouais. C'est quand même un investissement. On va y venir précisément d'où viennent ces vaches. D'où viennent ces vaches pour les gens qui n'ont pas d'argent, quoi. On va y venir, ouais. Donc voilà la situation. Un écosystème important, en valeur de conservation élevée. Des acteurs qui ont pour stratégie rationnelle de convertir la forêt en pâturage. Et face à ça, pour changer un peu la situation, un autre acteur se déploie dans cette région où se déployait, qui s'appelle Pronatura, et qui, à travers d'un projet financé par le Fonds mondial pour l'environnement, donc développait ce projet de promotion de la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité des forêts de la frontière nord-ouest du Mato Grosso. Voilà le projet en question, intitulé d'une façon un peu plus compacte, Vida Amazônia. L'objectif, donc voilà, tel qu'il est présenté par ces acteurs et par leur programme, il s'agit de consolider dans la région du nord-ouest du Mato Grosso une matrice intégrée de différents usages du sol, formant une mosaïque de massifs contigus de forêts primaires et de couloirs de régénération naturelle en propriété privée. Donc il s'agit de sauver un petit peu ce qu'on peut sauver. Comme je disais, toute l'importance du Mato Grosso comme couloir, comme connecteur de biodiversité, donc c'est un petit peu l'idée. Quand on peut, on sauve des forêts, on crée des aires protégées. Quand on ne peut pas et que les terres sont déjà appropriées par des acteurs privés, on essaie de voir comment améliorer leurs pratiques pour qu'elles soient un petit peu
un petit peu moins brutale et destructrice de l'environnement. C'est la philosophie. Elle est mise en place, cette philosophie, donc voilà, par une ONG qui s'appelle l'Institut Pro Natura, créé en 86 au Brésil, avec un fort historique au début avec le sommet de la Terre, le sommet de Rio en 92. L'une des premières ONG du Sud à s'être internationalisée et à avoir pu accéder voilà, à le niveau international, à des espaces de discussion internationaux. Une spécificité depuis le milieu des années 90, beaucoup d'investissements, beaucoup de travail, beaucoup d'opérations stratégiques dans les régions pionnières afin de protéger les ressources naturelles et garantir qu'elles soient présentes et capables d'assurer la vie de nos enfants, petits-enfants et la génération qui les suivront. Bon, ça a l'air un peu bateau, mais bon, c'est comme ça. Et une vision très particulière et stratégique dans le cas de l'action au Mato Grosso, dans le nord-ouest du Mato Grosso. L'idée est de produire un modèle et un point de départ pour montrer l'ensemble des activités qui peuvent être réalisées afin de garantir la conservation des forêts et l'amélioration du niveau de vie des personnes qui vivent de ces ressources naturelles. Leur idée, c'est de mettre en place un projet pilote ici, sur une zone pionnière, et à partir des bons résultats qui devraient être obtenus, la répliquer sur toute la frange pionnière, avec cette même philosophie qui consiste à dire « Ok, on comprend que vous vouliez transformer les forêts en vaches, mais attendez, nous on va vous proposer d'autres solutions pour gagner bien votre vie, pour répondre à vos problèmes socio-techniques, pour répondre à vos problèmes économiques, pour répondre à vos problèmes culturels. Il y a d'autres moyens de travailler avec la forêt qui permettent de gagner de l'argent, d'envoyer vos enfants à l'école, etc. » Donc proposer des solutions pour changer la stratégie. Leur stratégie, comme beaucoup de stratégies d'ONG ou d'associations, elle est basée enfin c'est de plus en plus le cas, elle est basée sur ce qu'on appelle un arbre à problème. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des choses comme ça. On identifie quel est notre problème clé. Bon, par exemple ici la déforestation. C'est l'outil qu'utilisent les gestionnaires de projets. J'imagine que vous avez déjà lu voir, ça s'applique à peu près tout, depuis la santé jusqu'à l'environnement, passant même, j'imagine, construire des infrastructures. C'est la même idée. On a un problème clé qu'on cherche à résoudre, ici la déforestation qui avance, donc réduire le problème clé, c'est la déforestation. On a des causes immédiates, qui sont les facteurs directs. Donc ici, c'est quoi? C'est par exemple une propriété foncière qui n'est pas complètement respectée, c'est des usages illégaux très présents, c'est l'absence de capacités techniques liées à la gestion forestière, etc. C'est les causes principales. Et ces causes principales et directes sont alimentées par des causes indirectes qui peuvent être le faible taux d'alphabétisation, les caractéristiques géologiques de la région, climatologiques, etc. Donc à partir de ces causes premières et ces sous-causes, alimentation, création du problème qui va avoir des conséquences qui peuvent être sociales, qui peuvent être environnementales, qui peuvent être économiques et parfois même des effets secondaires. À partir de, c'est la grille de lecture qu'ont utilisé l'ONG Pro Natura pour pouvoir agir dans la région. Et la façon donc, de l'utiliser dans ce sens-là, c'est pour décrire le problème. Si maintenant on retourne le problème, on essaie de trouver la solution. Ouais, j'étais assez fier de cette animation, merci. L'idée, c'est de transformer le problème en solution et donc de convertir le problème clé en objectif spécifique. Donc c'est l'objectif du programme qu'on cherche à atteindre, de transformer les causes en résultats qu'on essaye d'obtenir avec le programme et de répondre aux sous-causes en mettant en place des activités particulières. Et donc, quand on a mis en place ces activités particulières qui permettent d'obtenir des résultats et d'atteindre notre objectif spécifique qui est de réduire la déforestation, on change les conséquences immédiates en objectif général du programme qui va être généralement le développement durable ou voilà, l'amélioration des conditions de vie. Donc voilà, c'est la façon dont sont structurés beaucoup de projets et en particulier la façon dont est structuré ce projet-là. C'est la grille de lecture, la grille de lecture stratégique de beaucoup d'acteurs d'environnement. Le temps que j'ai passé dans cette zone, il m'a servi à comprendre de très près les stratégies des acteurs
mais il m'a aussi servi à comprendre la stratégie enfin je parle des acteurs, des agriculteurs ou des éleveurs et pourquoi ils déforestaient, on va y revenir, mais il m'a aussi servi à essayer à comprendre comment ceux qui veulent changer la dynamique, l'ONG environnementale qui vient s'installer là-bas et qui veut réformer le système, qui veut briser le statu quo, comment ils pensent, comment ils agissent et quels sont les résultats qu'ils obtiennent. Pour ça, j'ai évalué leurs résultats en fonction de leur propre grille, c'est-à-dire en fonction des résultats. Je vous parlais des résultats qu'ils cherchaient à obtenir, les résultats 1, 2, 3, 4. Explicitement dans leur programme, l'un des résultats visés était l'application du zonage territorial par les communes pour définir les usages du sol. Effectivement, là-bas, il n'y a pas de cadastre. Il n'y a pas de définition de qu'est-ce qu'on fait des terres, où on en fait en fonction des possibilités, en fonction de leurs attributs naturels pour en tirer le meilleur parti. Non, on va dire qu'on défriche d'abord et on réfléchit ensuite. L'un des résultats était donc de mettre en place une forme de gestion à l'échelle communale. Pour ça, qu'est-ce qui a été fait lorsque moi j'ai réalisé mon évaluation, qui a eu lieu, donc c'était un programme qui avait commencé en 2001, qui devait terminer en 2004, je suis passé en 2003, donc on était à plus de 2 ans et demi, on était à 75% à peu près du temps de vie du programme, et ce qu'on observe c'est qu'après 75% du temps de vie du programme, les actions menées étaient simplement la réalisation de rapports thématiques sur les activités sylvo-agro-pastorales et les potentialités naturelles locales. Réalisé auprès de tous les acteurs sylvopastoraux. Et bon, mon évaluation, production de connaissances encore non intégrées dans le cadre d'un projet de zonage agroécologique. En gros, on est très très loin du compte. On veut réaliser un projet de zonage qui a pour but d'harmoniser les politiques locales de développement. Et après 2 ans et demi de travail, et donc d'influer sur les politiques des décideurs locaux, régionaux et si possible nationaux. Après 2 ans et demi de travail, malheureusement, tout ce qui a été fait, c'est quelques rapports sur les problèmes territoriaux, mais pas du tout encore cette phase d'influence. Idem, si on s'intéresse au résultat numéro 2, qui était de créer des aires protégées sur les propriétés privées. Comme on l'a vu, occupation du territoire en grande partie par des petits propriétaires qui bénéficiaient de la réforme agraire. Le seul moyen donc de pouvoir conserver sur ces espaces-là, c'est d'obtenir le consentement de ces acteurs-là, vu qu'ils sont officiellement les propriétaires des terres, et donc d'obtenir leur consentement pour qu'ils protègent chacun un petit bout de leur terrain et qu'en mettant les uns à côté des autres tous ces petits bouts de terrain et quand on les a bien positionnés, ça fait un continuum et que donc on puisse maintenir ce flux écologique. Donc création d'aires protégées, le résultat visé, les actions menées, bon, aucune action lorsque je suis passé. Et donc l'évaluation du résultat, sévère, mais je pense juste, aucun. Donc là encore, deuxième axe d'action, après 2 ans et demi de travail dans la région, pas de résultat concret. Troisième axe d'action, adoption de pratiques durables pour l'utilisation des ressources naturelles, système d'agroforesterie, gestion intensive des pâturages et aménagement forestier, c'est les résultats visés. Les actions menées, vous pouvez les lire rapidement. Elles sont encore très parcellaires. Et l'évaluation des résultats, là encore, très mitigée. Donc là encore, après 2 ans et demi de travail, l'ONG est très loin d'avoir atteint ces résultats et est donc encore très loin de pouvoir accéder à son objectif de changement. Un point clé, c'est que les axes de travail de cette ONG, donc qui sont créer des aires protégées privées, développer des systèmes de gestion moins nocifs à l'environnement, mettre en place un zonage territorial, et le dernier qui est valoriser les produits non lieux de la forêt. Enfin, vous pourriez me dire si ça me trompe, c'est les lignes qui sont encore très d'actualité, enfin ça représente un peu c'est les 4 solutions qu'on a pour préserver l'Amazonie encore aujourd'hui. Je ne savais pas à l'époque, je sais pas, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres qui ont été inventées depuis. On est sur des stratégies lourdes, on est sur des stratégies qui ont été pensées et qui ont été, je dirais, bien pensées et adaptées au milieu. Mais comme on le voit encore sur ce dernier axe d'action, là encore, qui ne fonctionne pas. Donc on est sur l'idée de commercialiser des produits non ligneux, donc essayer de valoriser les produits de la forêt à travers de ces produits non ligneux. La stratégie, c'est la suivante. Comme je le disais, expliquer aux producteurs locaux que finalement la forêt, si on la gère bien, elle peut rapporter autant d'argent que
que l'élevage et donc que protéger la forêt, ça peut ramener autant d'argent que la convertir en pâturage. Avec soit gestion forestière, c'était l'axe précédent, donc produits ligneux, soit gestion de produits non ligneux, c'est celui-là. Donc là encore, ce troisième axe d'action, les résultats sont très mitigés. Alors, dans le cas du travail, la question était de se dire mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça fait 2 ans et demi qu'ils sont sur le terrain, 2 ans et demi qu'il y avait 4 personnes dans le bureau de Pronatur au nord du Mato Grosso, 4 ans et demi d'investissement, 4 ans et demi de bataille, c'était des gens qui étaient très investis, mais quand on évalue un peu froidement leurs résultats environnementaux et au regard donc, de leur stratégie, on voit qu'ils sont loin du compte. Là, donc, et tout mon travail a été un peu d'expliquer pourquoi ce gap entre les objectifs affichés et les résultats encore très décevants. Alors, une façon d'expliquer, ça a été donc de réfléchir. Le programme était très concentré sur les assentados, donc sur les petits éleveurs. Comme on l'a vu, c'est eux qui représentent le gros de la population et une partie importante des terres dans cette commune. Donc, ce n'est pas aberrant de travailler sur eux. Le seul problème, c'est qu'en travaillant et en faisant des entretiens avec les acteurs des ONG, je me suis rendu compte que s'il était stratégique de travailler avec ces gens-là, la façon dont ils l'ont fait n'était pas forcément la meilleure. Pourquoi? Parce que pas mal, et c'est le cas de beaucoup d'acteurs environnement en Amazonie, beaucoup ont en tête une certaine vision de ce qu'est le petit propriétaire terrien en Amazonie. Cette vision du petit propriétaire terrien en Amazonie, c'est quelqu'un c'est notre agriculteur un petit peu à nous, c'est celui qui aime bien sa terre, qui est attaché à son terroir, qui est attaché à sa production et qui va la transmettre, son patrimoine aux générations futures. Il y a cette idée de patrimonialisation. Sur les fronts pionniers, ce n'est pas vraiment le cas. Sur les fronts pionniers, il y a des dynamiques qui ont été décrites qui expliquent en fait les acteurs, comme je disais, notamment les moins capitalisés, s'installent en amont des fronts pionniers, défrichent quelques hectares, avec la défriche permettent l'augmentation des prix de la terre et grâce à l'augmentation des prix de la terre, revendent leur terre, bénéficient du surplus pour pouvoir se réinstaller quelques kilomètres en amont et à nouveau reproduire cette stratégie. C'est ce qu'on appelle la stratégie d'échappement territorial. Et donc qui leur permet à travers de ce déplacement, c'est l'idée de ce déplacement vertical le long de l'Amazonie ou de s'élever normalement dans l'échelle socio-économique. Donc l'idée pour eux, l'attachement à la terre, l'idée je m'installe quelque part et je vais y rester pendant des années, c'est pas dans leur mentalité. Leur stratégie est vraiment de fonctionner par bonds successifs d'achat-vente de terres de plus en plus grandes et pour pouvoir mettre leurs enfants à l'école, etc. Un autre point, oui. On sait combien il faut de bons comme ça pour arriver à une stabilisation à peu près du niveau de vie En fait, le problème, c'est que ces stratégies sont malheureusement rarement gagnantes. C'est-à-dire que quand les articles ont été écrits sur ça, montrent qu'il y a une évolution, il y a effectivement une amélioration des conditions de vie, mais elle est très faible. Et elle peut brusquement décliner si on a fait un mauvais choix, si on a vendu à une mauvaise personne, si on se retrouve à un mauvais endroit en Amazonie. Donc voilà. Mais c'est la stratégie poursuivie par beaucoup de pionniers peu capitalisés. Donc la réponse, je dirais, je ne sais pas si on l'a. Un autre présupposé important sur des petits agriculteurs, c'est que c'est des acteurs, et notamment comme ils appartiennent tous à une même structure, métastructure, qui est des lots de réforme agraire, un projet de réforme agraire, c'est qu'ils sont liés entre eux. Il y a des échanges. Ils ont formé une association. Entre voisins, ils s'échangent des services. Dans le cas que j'ai étudié, c'était absolument pas le cas. Là encore, les stratégies des acteurs, des petits paysans, étaient très individualistes et peu de structuration au niveau de l'assentament, au niveau du projet de colonisation,
peu de leadership individuel, très très peu de capital social collectif développé. Donc là encore, c'est l'un des facteurs qui a limité énormément le travail de l'ONG, qui comptait mettre en place certains projets pilotes avec certains agriculteurs pour pouvoir ensuite qu'ils se diffusent un petit peu mécaniquement aux voisins et à ceux qu'on entendrait parler à leur proximité. Le fait qu'il y ait peu d'échanges, peu d'organisations, a fait que bon, là où ils ont semé leurs graines, là où ils ont développé par exemple un système agroforestier particulier, il ne s'est pas répliqué autour parce que très très peu de gens sont venus le voir, parce que peu de gens en ont parlé, parce qu'il n'y a pas eu de canal, il n'y a pas du tout eu cette diffusion mécanique qu'ils pouvaient imaginer. On parle souvent voilà, des petits paysans comme s'il s'agissait en fait d'un seul acteur, le petit paysan, le prototype du petit paysan. En creusant un peu la question et en faisant donc des entretiens avec ces acteurs-là, il était clair qu'ils ne venaient pas tous de la même région du Brésil, qu'ils n'appartenaient pas tous à la même culture, qu'ils ne voyaient pas tous la même chose quand ils voyaient un bout de forêt et qu'ils n'avaient pas du tout tous les mêmes connaissances agronomiques de qu'est-ce qu'on peut faire avec une terre forestière, comment faire pousser du riz, comment faire pousser du haricot, comment mettre même en place des prairies. En fait, derrière l'idée du petit paysan d'une catégorie, il y avait une multitude de groupes, comme je disais, qui interagissaient très très peu entre eux et qui avaient des parcours très différents. Et donc, construire un projet avec une stratégie qui va à tous, ce n'était pas possible. Il aurait fallu faire, en tout cas, une des voies, ça aurait été de beaucoup plus prêter attention à ces disparités, à ces différences entre groupes, entre profils d'acteurs et développer peut-être des projets pilotes beaucoup plus adaptés à certains ou à d'autres, en tout cas faire des choix et pas se contenter d'une taille qui conviendrait à tous. Et comme je disais, le dernier, c'est voilà, peu d'attachement à la terre. On est sur des stratégies d'échappement territorial, de saut pour s'élever dans l'échelle sociale. Et donc, c'était le point que je voulais soulever en premier. Un turnover très très important sur ces zones, évidemment. Les personnes viennent, s'installent, restent 2-3 ans et vendent à nouveau leurs terres, formellement ou informellement, pour aller se projeter à quelques centaines de kilomètres plus en amont du front pionnier. Donc ce qui s'est passé très concrètement avec l'ONG, c'est qu'ils ont investi très fortement sur certains sites pilotes avec certains acteurs qui étaient au début très moteurs, très intéressés. Et au bout de 2 ans, quand ils sont revenus faire un tour sur les parcelles pour voir où en était le système agroforestier, ces acteurs n'étaient plus là. Et celui qui avait racheté la parcelle avait coupé ce qui avait été semé ou ce qui avait été mis en place ou l'avait abandonné. En tous les cas, le site n'avait plus du tout de valeur pilote. Un autre point que j'ai pu détecter en comparant la stratégie des acteurs et la vision qu'en avaient les acteurs de l'environnement, c'est l'idée qu'on a souvent, donc là encore, de l'agriculteur qui vit sur sa terre et de sa terre. Sur les fronts pionniers, et je crois que c'est dans d'autres cas ruraux notamment, les agriculteurs ont des stratégies qui peuvent être mixtes, qui n'est pas seulement vivre sur sa terre et de sa terre, mais vivre sur sa terre de la vente de la main-d'œuvre à d'autres acteurs. Donc en ville, donc par exemple sur les fronts pionniers, ça va être de vente de main-d'œuvre dans des scieries. En amont des fronts pionniers, c'est fréquemment des scieries qui s'installent. Ou en milieu rural, vendre sa main-d'œuvre au voisin qui a un peu plus d'argent, donc qui est un grand éleveur, et qui va donc te payer pour que tu viennes couper son pâturage, tailler ses haies, donner à manger à ses vaches, peu importe. L'idée, c'est de dire que la terre est juste là pour recevoir souvent, pour être un lieu de capitalisation, notamment à travers les vaches et les bovins, et que donc, dès que l'idée de travailler à l'extérieur, en ville, chez le voisin, gagner de l'argent, investir cet argent en déforestation, puis en achat de bovins et laisser fructifier. Pas d'attachement à la terre, pas de vision territoriale, pas de patrimonialisation du territoire, très très limité. Un autre point clé de la stratégie, et je pense qu'on sera à peu près tous d'accord a priori sur cette idée-là, c'est on voit que ceux qui défrichent beaucoup dans cette région, c'est des petits éleveurs, c'est eux qui ont beaucoup de terres. Donc on va dessiner un programme, et c'était un peu l'idée de la stratégie, on va dessiner un programme pour eux. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les convertir, eux, à l'action environnementale ou à des pratiques moins destructrices.
Le problème, comme je l'expliquais à présent, c'est que ces acteurs vont vendre leur main-d'œuvre aux voisins, vont vendre leur main-d'œuvre à la Syrie, vont vendre leur main-d'œuvre aux grands éleveurs voisins. À partir du moment où on propose à ces acteurs, à ces petits agriculteurs, d'autres alternatives qui vont faire qu'ils vont plus avoir envie, parce que le coût d'opportunité devient trop élevé, d'aller vendre leur main-d'œuvre chez le voisin, tout d'un coup, c'est le voisin qui se retrouve embêté, parce qu'il n'a plus de main-d'œuvre, il n'a plus personne pour travailler, de quelqu'un de confiance pour travailler sur sa terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une stratégie de changement qui pouvait être à l'origine bien pensée pour changer des pratiques des petits agriculteurs, elle se retrouve très rapidement à remettre en cause tout le système socio-économique de la frontière pionnière et à mettre en péril un système socio-économique qui bénéficie à des puissants et donc à des éleveurs capitalisés, à des scieries capitalisées, politiquement fortes, économiquement fortes. Et qu'au moment où on veut changer le comportement d'un des acteurs du système de gestion, c'est en fait la remise en cause de tout le système de gestion d'une façon ou d'une autre. Alors évidemment, le système de gestion et donc ces acteurs puissants, eux, ils n'ont pas du tout envie de perdre la face. Ils ont envie d'avoir toujours une main-d'œuvre servile, nombreuse, pour pouvoir la payer peu à disposition. Et donc la mise en place de ces projets de pilotes alternatifs, qui ne les concernent absolument pas d'une façon directe, ils vont vouloir sa fin. Ils vont vouloir que le projet ne fonctionne pas. Alors comme par exemple, on se rend compte que quand le projet commence à fonctionner, comme par hasard, c'est l'année que les fazenderos ou les grands éleveurs de la région décident de payer plus cher la main-d'œuvre. Comme par hasard, avant, pas d'augmentation. Pendant des années, pas d'augmentation. Et tout d'un coup, l'année où le projet se met en place, où un certain groupe d'acteurs commence à vouloir s'intéresser à d'autres pratiques, à plus aller vendre sa main-d'œuvre à la Syrie, à plus aller en ville, ou à plus vouloir aller vendre, aller chez le voisin dans le grand ranch, travailler dans le grand ranch. Comme par hasard, c'est l'année où la Syrie augmente un peu le salaire, permet des conditions de travail meilleures, permet que tu puisses rentrer chez toi le vendredi et puis le samedi, que le grand éleveur te rend doucement des services, t'amène jusqu'en ville, te rapporte des médicaments, te fait des prix sur l'achat de tes biens en ville pour te les revendre, etc. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a l'air anecdotique comme ça. Mais c'est simplement une réponse du système, une réponse des acteurs qui bénéficient du statu quo et qui, à partir du moment où une stratégie de changement est mise en place, vont répondre. Et vont répondre généralement en bloc, d'une façon organisée ou non, ou je dirais consciente ou non, mais vont joindre leurs efforts pour que le changement se fasse pas. Et donc, c'est en particulier ce qui s'est passé. Un acteur très intéressé qui a accepté de mettre en place un système agroforestier un peu plus élaboré, avec un plus grand nombre d'espèces, et qui subitement, son voisin lui a fait les yeux doux pour qu'il continue à travailler chez lui, et ça a fonctionné, et le système agroforestier a été abandonné. Voilà, donc le point clé ici, c'est pas quelque chose de très évident. Enfin, on comprend qu'un diagnostic assez rapide d'une situation foncière ou d'une situation pionnière permettent pas de comprendre tous ces jeux de mécanismes. C'est plus le travail d'un sociologue, d'un anthropologue, que de quelqu'un qui va concevoir un programme d'action pour une ONG. Mais c'est pourtant ces mécanismes-là qui expliquent les résultats vraiment limités, mitigés des actions en faveur de l'environnement. C'est qu'en fait, les acteurs d'environnement jouent sur un terrain où il y a des intérêts lourds face à eux et des intérêts très organisés. Et ces intérêts lourds, très organisés, ils ne sont pas seulement à l'échelle, par exemple là, de la Syrie ou à l'échelle du grand éleveur voisin. La façon dont on a dans l'équipe de se représenter ces jeux d'acteurs, c'est aussi non seulement avoir une lecture donc, des jeux d'acteurs, on va dire, en 2 dimensions. Donc sur le territoire, on va dire que ça représente le fazendero, le grand éleveur. C'est notre idée là aussi de comprendre comment des filières se mettent en place pour appuyer les choix individuels. Ouais, concrètement, ça veut dire que nos choix, ils sont pas seulement la stratégie du petit paysan n'est pas seulement liée à l'offre que lui fait le grand éleveur voisin, mais que l'offre que lui fait le grand éleveur voisin, elle dépend évidemment de la politique que met en place l'État du Mato Grosso, ou elle dépend évidemment de la politique que met en place la commune, et qui fait que pour lui, le pâturage, la pastoralisation, la bovinisation devient rentable.
grâce à des aides directes ou des aides indirectes, grâce à l'ouverture de routes, grâce à des programmes de recherche qui permettent d'améliorer les espèces animales ou végétales, grâce à des politiques d'exportation que met en place le Brésil très très fortes et qui permettent de garantir des prix hauts et qui permet qu'au fazendero, ça vaille le coup qu'ils mettent en place une stratégie de conversion de la forêt et donc ça vaille le coup qu'il emploie son voisin et donc on est là avec des mécaniques. Et on est des mécaniques donc, qui sont plus seulement de dimensions, qui sont plus seulement entre le petit agriculteur et son voisin grand éleveur. On est avec des mécanismes fiscaux, financiers, par exemple des prêts bancaires ou à 0%, à 0,2% quand tu mets en place de l'élevage ou quand tu mets en place des systèmes de conversion lourds. Pendant longtemps, en Amazonie, le Brésil a financé la déforestation, jusqu'en 84, je crois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de comprendre les stratégies, au moment de vouloir impulser du changement, on n'est pas seulement face à un système qui fonctionne en 2 dimensions et qui s'oppose au changement, on est sur un système à 3 dimensions où les acteurs, depuis les acteurs de la recherche internationale ou de la recherche brésilienne qui mettent en place des semences améliorées pour pouvoir pousser en Amazonie, sont aussi dans le jeu et que leur recherche qui rend rentable l'élevage en Amazonie, au moment où tu mets petite ONG au fin fond de l'Amazonie, au fin fond du Mato Grosso, tu mets en place une stratégie pour pouvoir changer le comportement d'un acteur, en fait c'est eux que tu mets aussi en péril. C'est cette lecture en 3 dimensions, cette lecture de filière, que c'est comme ça qu'on essaye de voir le monde et qu'en fait, et c'est pas, enfin, je veux dire, c'est que ça a été un travail de recherche, ça a été un travail de notre groupe depuis des années, et c'est encore le cas, c'est un modèle qui est toujours en train d'être perfectionné. Mais je pense que c'est assez intuitif de voir que c'est pas complètement évident de voir ça. Les acteurs les ONG en Amazonie ont très vite compris que les politiques publiques, notamment au Brésil, sont schizophrènes. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on appuie des aires protégées, on va ouvrir des routes dans la même région. Mais comment ces politiques se reflètent très directement dans les limitations, dans les résultats limités de leurs actions, ce lien est rarement fait. Et en fait, c'est tout le travail de détricoter cette maille-là pour expliquer les résultats limités. Et de voir que ce n'est pas forcément intrinsèque à la stratégie de l'ONG, mais qu'on est face à un système, ici un système de conversion, à une organisation de conversion de la forêt amazonienne en pâturage qui est extrêmement bien organisée et qui bénéficie donc de financements internationaux. Et donc notre lecture, c'est d'expliquer la gestion du territoire comme des filières. Donc ça peut être par exemple celle-ci, la filière de l'élevage, donc ouverture de routes, investissement dans la recherche et le développement d'espèces résistantes au climat tropical, avantages financiers, avantages fiscaux, va se retrouver face à une autre filière qui peut être une filière typiquement de conservation de l'environnement, création d'une aire protégée, incitation à travers des ONG à d'autres pratiques, financées là encore par des fonds mondiaux, par des fonds internationaux, et que c'est en fait ces groupes d'acteurs, ces pools d'acteurs, ces coalitions verticales qui interagissent, parfois d'une façon conflictuelle, pour gérer le territoire. Voilà, c'était le premier cas.